Allez, on attaque le chapitre 15 sur la physiologie de la respiration. C'est un gros morceau, alors on va le faire en 2 temps. Aujourd'hui, on se concentre sur la chimie, mais une chimie qui est au cœur de notre survie. Comment notre corps s'organise pour transporter les gaz. Comment l'oxygène, qui est vital, arrive à bon port, et comment on évacue le déchet qui est le dioxyde de carbone. C'est parti pour ce voyage au cœur de notre sang. Pour bien comprendre, on va faire un truc un peu contre-intuitif. On va commencer par la fin. Pourquoi est-ce qu'on respire, au fond? Eh bien, tout se résume à cette structure, la cytochrome oxydase. C'est le tout dernier maillon de la chaîne, le client final de l'oxygène. Il se trouve au plus profond de nos cellules, dans les mitochondries. Sans oxygène à cet endroit précis, pas d'ATP, pas d'énergie. En fait, tout notre système respiratoire, des poumons jusqu'au sang, n'a qu'un seul et unique but, livrer sa dose d'oxygène à cette enzyme. Et cette enzyme, elle a des exigences. Le seuil à ne jamais franchir, c'est une concentration d'oxygène d'environ 0,2 micromolaire. Si on passe en dessous de ça dans un tissu, la production d'énergie s'arrête net. C'est ce qu'on appelle l'anoxie, et ça conduit très vite à la mort de la cellule. Le défi permanent pour notre corps, c'est donc de s'assurer que chaque cellule reste toujours au-dessus de ce seuil critique. Ok, donc le besoin est clair, mais ça nous amène au vrai problème, le cœur du sujet d'aujourd'hui. L'oxygène, il est dans l'air, pas de souci, mais comment on fait pour l'acheminer à travers le sang jusqu'à des milliards de cellules qui en ont désespérément besoin? C'est ce casse-tête physiologique qu'on va décortiquer. Et là, on tombe sur un os. Un très gros os. Jetez un œil à ces chiffres. L'oxygène est vraiment très peu soluble dans un liquide comme notre sang. À peine 34 millilitres par litre. Maintenant, comparé avec le dioxyde de carbone, plus de 1000, c'est presque 30 fois plus. Le CO2 adore se dissoudre, l'oxygène déteste ça. On a donc un vrai paradoxe à résoudre. Et comme si ça ne suffisait pas, notre propre corps rend les choses encore plus compliquées pour l'oxygène. D'abord, on est chaud, à 37 degrés, et la chaleur diminue la solubilité des gaz. Ensuite, notre sang est salé, et les sels, ça gêne encore plus la dissolution de l'oxygène. Bref, si on comptait uniquement sur l'oxygène qui se dissout naturellement dans le plasma, on ne tiendrait pas 2 secondes. Ce serait totalement insuffisant. Alors face à ce problème qui semble insoluble, comment l'évolution a-t-elle fait? Elle a mis au point une solution d'une élégance remarquable, une sorte de taxi spécialisé pour l'oxygène. Et cette solution, c'est l'hémoglobine. Toute la magie de l'hémoglobine, elle est cachée dans cette courbe rouge. Remarquez sa forme particulière en S. On dit qu'elle est sigmoïde. Ce n'est pas anodin du tout. Cette forme, c'est la signature de son super pouvoir, la liaison coopérative. C'est un mécanisme bien plus intelligent qu'une simple liaison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coopératif? En fait, il faut voir l'hémoglobine comme une structure qui peut changer d'humeur. Elle a un état T pour tendu, où elle n'a pas très envie de se lier à l'oxygène, et un état R pour relaxé, où au contraire, elle adore ça. Et le truc génial, c'est que dès qu'une seule molécule d'oxygène s'accroche, ça déclenche un changement. Toute la structure bascule en état R, et d'un coup, les 3 autres sites deviennent super avides d'oxygène. C'est de l'entraide moléculaire. Et ce n'est pas de la magie, c'est purement mécanique. Regardez de plus près. Quand l'oxygène se lie, il tire sur l'atome de fer qui est au centre de l'hème, et il le force à se mettre à plat dans la structure. Ce tout petit mouvement, de quelques angstroms à peine, va tirer sur une hélice de la protéine, un peu comme une ficelle, et c'est ce qui propage le changement de forme à toute la molécule. C'est un véritable interrupteur moléculaire. Et alors, le résultat de tout ce mécanisme, il est tout simplement colossal. Grâce à l'hémoglobine, notre sang est capable de transporter environ 40 fois plus d'oxygène que si on se contentait de le dissoudre. 40 fois! C'est la différence entre la vie et l'impossibilité de notre existence telle qu'on la connaît. D'accord, l'hémoglobine est donc un transporteur incroyablement efficace. Elle se charge à bloc dans les poumons, mais un bon livreur, ce n'est pas juste quelqu'un qui charge son camion. C'est aussi quelqu'un qui sait où et quand décharger la marchandise. Alors comment l'hémoglobine sait où elle doit faire sa livraison? La réponse est encore une fois dans cette fameuse courbe en S. Parce qu'en réalité, cette courbe n'est pas fixe, elle est flexible, elle peut bouger, elle peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Et un déplacement vers la droite, ça signifie que l'hémoglobine a moins d'affinité pour l'oxygène, et donc elle le relâche beaucoup plus facilement. Et qu'est-ce qui peut bien faire bouger cette courbe? Le premier grand facteur, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. C'est un nom un peu savant qui décrit simplement comment l'acidité de l'environnement, le pH, et la concentration en CO2 vont influencer l'hémoglobine. Le mécanisme est d'une logique implacable. Prenons un muscle qui travaille dur. Il va produire des déchets métaboliques, comme du CO2 et de l'acide lactique. Ces substances libèrent des protons, ce qui rend le milieu plus acide. Et que font ces protons? Ils vont se lier à l'hémoglobine et la forcer à rester dans son état T, celui qui a une faible affinité. Résultat, l'hémoglobine lâche son oxygène. Pile au bon endroit, là où on en a le plus besoin. C'est un système de régulation automatique absolument parfait.
Et il n'y a pas que l'acidité, d'autres signaux d'activité intense vont dans le même sens. Un muscle qui travaille, il chauffe. Eh bien cette augmentation de température pousse aussi la courbe vers la droite. Pareil pour une molécule appelée 2,3 DPG, qui est un signe que la cellule consomme beaucoup de sucre. En fait, tous les signaux qui veulent dire « ici ça travaille dur, on a besoin d'énergie » ordonnent à l'hémoglobine de livrer sa cargaison d'oxygène. Bon, on a vu en détail comment l'oxygène est livré. Maintenant, il faut s'occuper du chemin inverse. Comment est-ce qu'on gère le déchet principal de toute cette activité, le fameux dioxyde de carbone? Pour le CO2, il y a principalement 3 voies de transport. Une toute petite partie reste dissoute dans le sang. Une autre partie vient s'accrocher directement à l'hémoglobine. Mais la très grande majorité, plus des 2/3 du CO2, va être transformée chimiquement pour voyager sous la forme d'ion bicarbonate. Cette conversion en bicarbonate, si on la laissait faire toute seule dans le plasma, prendrait beaucoup trop de temps. Mais à l'intérieur des globules rouges, il y a une arme secrète, l'anhydrase carbonique. C'est une des enzymes les plus rapides qu'on connaisse. Elle accélère cette réaction des milliers de fois, la rendant quasi instantanée. Et c'est ici que tout s'emboîte parfaitement. L'acide carbonique qui vient d'être formé se dissocie immédiatement en anion bicarbonate et un proton H+. Le bicarbonate est vite expulsé du globule rouge. Et le proton? Il est tout de suite capturé par l'hémoglobine. Et en faisant ça, il déclenche l'effet Bohr et pousse l'hémoglobine à libérer encore plus d'oxygène. C'est un système merveilleusement intégré. La prise en charge du déchet facilite la livraison du carburant. Allez, on remonte jusqu'au poumon où toute cette belle mécanique va s'inverser. Dans les alvéoles, c'est l'abondance d'oxygène. Il se jette sur l'hémoglobine. En s'y liant, il chasse les protons et le CO2 qui étaient attachés. Les protons libérés se recombinent avec le bicarbonate pour reformer de l'acide carbonique. L'enzymase carbonique refait la réaction inverse pour redonner du CO2 et tout ce CO2 n'a plus qu'à être expiré. La boucle est bouclée. On peut donc voir le voyage complet de l'oxygène comme une course de relais, dictée par l'affinité. L'hémoglobine, c'est le premier coureur qui apporte l'oxygène dans les tissus. Là, il passe le témoin à la myoglobine, qui a une affinité plus forte et qui l'attend dans les muscles. Enfin, la myoglobine passe le témoin au dernier maillon, la cytochrome oxydase, qui a l'affinité la plus forte de toutes. C'est elle qui franchit la ligne d'arrivée et utilise l'oxygène. Alors, pour résumer ce qu'il faut retenir, premièrement, transporter l'oxygène est un vrai défi à cause de cette très faible solubilité. Deuxièmement, l'hémoglobine est la solution élégante à ce problème grâce à son super pouvoir de liaison coopérative. Troisièmement, la livraison de cet oxygène n'est pas faite au hasard, elle est finement régulée par les signaux de besoin des tissus. Et enfin, le transport du déchet, le CO2, est un processus parfaitement intégré à la fonction de livraison de l'hémoglobine. Voilà, on a exploré toute la chimie fascinante qui se cache derrière le transport des gaz. Mais évidemment, pour que toute cette biochimie fonctionne, il faut bien que l'air puisse entrer et sortir de nos poumons. Et ça, ce n'est plus de la chimie, c'est de la mécanique, de la physique. Ce sera justement l'objet de la deuxième partie de ce chapitre, la mécanique de la ventilation. Merci de votre attention. Pour bien maîtriser ces concepts qui sont centraux, n'hésitez pas à aller tester vos connaissances avec les quiz qui sont disponibles sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour explorer ensemble la mécanique de la respiration.